Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir Laura Bonnefou, qui est ambassadrice Bonjour. Fuji, que vous connaissez peut-être déjà et évidemment certainement depuis quelques années maintenant. On a eu la chance de collaborer avec elle depuis quelques temps et on a eu la chance aussi de collaborer avec elle sur le festival Circulation. Donc si vous étiez là avec nous, vous avez déjà dû un peu connaître son travail. Et là, l'idée, c'est que pendant 1 heure, on revienne sur son parcours qui est quand même assez atypique et sur ses photos qui sont tout simplement incroyables. Donc je laisse à Laura le temps de se présenter et de présenter la vidéo. Alors, du coup, moi, je suis sur un univers plutôt plasticien. C'est vrai que le titre de la conférence le nomme un petit peu. J'ai un travail qui est vraiment entre les formes et les couleurs. En fait, moi, je viens vraiment des arts plastiques à la base. Donc, du coup, je traite la photographie un petit peu comme de la sculpture ou de la peinture. Je suis assez loin du reportage, du documentaire. J'ai un univers qui est très plasticien. Moi, l'idée dans mes images, c'est de jouer avec le réel, parce qu'évidemment, c'est le sujet de la photographie, mais de l'emmener vraiment ailleurs, de l'emmener vers un univers qui va être beaucoup plus poétique, plus métaphorique, et de créer presque des peintures avec mes images. On va démarrer, peut-être on va vous montrer, j'ai fait un projet donc, il y a quelques mois avec Fuji où j'ai utilisé le GFX100S parce que c'est le boîtier que j'utilise. Un projet qui s'appelle Pictorial Way, c'était une très jolie collaboration que j'ai fait avec Fuji. On a fait un behind the scene du projet, donc je me dis que peut-être on peut le lancer avec ça, comme ça vous permet de voir un petit peu comment je travaille. C'est un projet que j'ai fait en studio, après je travaille pas que en studio, mais ça va vous donner une petite idée de ce qui se passe derrière mes images. De ton approche artistique. Comment ? De ton approche artistique. Exactement, voilà. Et puis après je rentrerai plus en détail dans les projets. Ok ? Petite parenthèse, si au milieu de la conférence, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous, donc vous pouvez à tout moment. J'aime réaliser des images qui nous emportent en dehors du réel, dans un univers qui est assez métaphorique et poétique, des images qui traitent des formes et des couleurs. En fait, j'ai un univers photographique qui se rapproche des arts plastiques. J'attends de mon matériel photographique qu'il soit à la fois très qualitatif en termes d'image, parce que c'est vrai que j'ai un... Donc ça, c'est un projet qu'on a fait en février dernier. En fait, l'idée de ce projet, c'était vraiment de réunir la danse, la peinture et l'image. Donc c'est un projet qu'on a monté, que j'ai monté avec une peintre, un chorégraphe avec qui je travaille régulièrement, parce que je travaille beaucoup avec des danseurs. Un chorégraphe qui s'appelle Julien Gaillac, et on a travaillé avec des danseurs avec qui il travaille souvent. Ça a été vraiment un très très beau projet qui a été un petit peu long à mettre en place, parce que voilà, l'idée c'était d'écrire une histoire entre la couleur, entre les formes, et de décrire des sentiments à travers chacun des tableaux. Donc on a fait toute une série photo, et on a aussi fait un film de ce projet. Voilà, c'était une très belle journée, un très beau projet à réaliser. Il y a aussi cette idée de tissu, de matière. C'est une série qui a été présentée dans le Tetler Hong Kong, le magazine. Donc voilà, quand on a de la photo, de la vidéo, c'est quand même un peu chargé, comme vous avez vu, en matériel. Parce qu'on shootait en flash en photo, et on était en lumière continue en film. Tu mêlais les deux ? On a fait les deux ce jour-là, ouais. Et comment t'es venue l'idée de mêler quand même, là on se rend compte que t'es dans un mélange d'approche artistique, c'est que tu mêles quasiment la couture par le choix des matières, le tissu, par la danse, par la peinture, et au final, il n'y en a aucun qui se Oui, il n'y en a aucun qui prend le dessus sur l'autre. En fait, ça c'est un vrai équilibre à trouver. En fait, vous allez le voir dans le reste de mon travail, c'est vrai qu'il y a une vraie obsession de la couleur, des formes, de créer des images culturelles, et en même temps de créer quand même des émotions. J'ai créé tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire les toiles, on a choisi les vêtements, etc. Mais là où il y a une vraie force qui vient se créer, c'est aussi le casting et les danseurs qu'on a choisis. C'est toi qui les as On les a choisis avec Julien, il est là, le chorégraphe d'ailleurs. Voilà.
Et vraiment, c'était un casting exceptionnel. En fait, chaque toile représentait vraiment une émotion. Les personnes qui, entre guillemets, jouaient chacun des tableaux étaient vraiment investies de ces émotions-là et ça leur ressemblait. Là, Aliashka, c'est une danseuse qui est incroyable, qui a énormément de force. Elle était sur ce jaune très, très puissant. Et voilà, en fait, après, tout s'est cousu, comme tu disais, assez naturellement, donc pour créer cette série. Après, il y a ensuite eu un travail d'éditing pour monter le projet, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de post-production, une série comme celle-ci. En fait, là, sur ce projet, pas tant que ça, parce que et sur tous mes projets, en fait, il y a un gros travail de composition et de préparation en amont. Mais après, en fait, moi, je manipule pas beaucoup mes images. En fait, il y a un travail de chromie ensuite sur Photoshop. Mais à part de la chromie, en fait, il y a pas de montage, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à la prise de vue. Donc, en fait, moi, j'essaye d'être le plus précise possible et de diriger les danseurs. Voilà, là, par exemple, pour avoir ça a mis un petit peu de temps parce qu'on s'est dit, voilà, faut vraiment qu'il soit dans le même mouvement que le tableau. Tu photoshopes pas du tout après le contenu, tu vas jouer sur les couleurs, mais la scène sera celle qui a été réalisée. Donc on shoot en capture connectée quasiment tout le temps, en extérieur un petit peu moins, mais voilà, j'utilise le logiciel Capture One. Et donc du coup, tu ajustes les couleurs aussi pendant le. Et on fait déjà des. Ouais, en fait, on a là sur une journée comme ça. En plus, le projet était assez conséquent, donc on avait carrément une journée. On a fait une journée de pré-light pour vraiment pour tout installer afin que la journée de prise de vue soit vraiment consacrée à la création. Et après, sur place, oui, on ajuste un petit peu les couleurs. On fait le lien entre le boîtier et Capture One. Pour vraiment avoir une vision de ce que va être l'image finale dès la prise de vue, en fait. Il n'y a pas vraiment de surprise après. Non, mais pour moi, c'est assez important. Après, il y a des photographes qui manipulent beaucoup plus leurs images, mais c'est vrai que moi, j'aime... Toi, paradoxalement, ça sera en amont. Ouais. Tu auras énormément de préparation pour un shooting. Typiquement, sur un shooting comme celui-ci, ça t'a pris combien de temps ? Après, j'ai souvent pas mal de projets qui se mêlent, donc je suis sur la prépa de plusieurs projets en même temps, mais on a commencé à démarrer la préparation du projet 2 mois avant de le réaliser. Ouais. En fait, on pense au projet. Moi, je fais des moodboards parce que je fais vraiment la direction artistique du projet, donc je fais tout un moodboard, un dossier que je vais envoyer à mes équipes pour que eux comprennent ce que moi j'ai dans la tête. Et puis après, il y a vraiment ce travail de casting, de chorégraphie. J'ai une styliste avec qui je travaille, et là, il fallait qu'elle fasse des demandes de pièces parce que, sachant qu'on a été diffusé dans un magazine de mode, il y a la question de temporalité aussi de la mode. Donc voilà, la saisonnalité, il fallait qu'on soit dans des pièces récentes. Donc voilà. On continue sur ton travail ? Ouais. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site fujifilm-x.com sur tout le travail de Laura. Voilà. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce. Mais il n'y a pas que ça. Là, il va y avoir un autre univers. On va être en dehors des studios. Alors, donc pour revenir un petit peu sur... peut-être je vais mettre une image, c'est plus sympa. Ouais. Hop, voilà. Pour revenir un peu sur le parcours, alors moi, je commence en faisant les Beaux-Arts de Paris. J'ai passé 5 ans aux Beaux-Arts de Paris, où je faisais plutôt du volume au début, donc de l'installation, de la sculpture. J'ai vraiment démarré comme ça. De mes 18 à mes 23 ans, j'étais aux Beaux-Arts. Et puis la photo est venue petit à petit. En fait, les images au début me servaient de documents à mes sculptures. J'aimais photographier des formes, photographier des objets qui étaient un peu abstraits dans le paysage. Je les appelais les formes silencieuses. C'était le sujet de mon mémoire aux Beaux-Arts de Paris. Et du coup, suite à ça, je me suis dirigée doucement vers la photographie parce que je me suis rendu compte que mes images prenaient de plus en plus d'importance et que des fois, il n'était pas forcément nécessaire de rebasculer vers le volume, qu'à l'intérieur même des images, il se passait déjà des choses. Donc, à la fin des Beaux-Arts, j'ai décidé de me diriger un petit peu plus vers la photographie. J'ai passé le concours de l'école des Gobelins et j'ai enchaîné sur 2 ans aux Gobelins.
Donc l'école des Gobelins est une école plus technique qui m'a permis de couvrir plutôt le spectre technique, où j'ai appris la lumière en studio, vraiment, où je me suis plutôt insérée dans ce milieu professionnel de la photographie, de par des stages avec des photographes, etc. Pour toi, c'était important de maîtriser la technique au maximum pour pouvoir arriver aux photos que tu avais en tête. J'avais pas envie que ça devienne un problème. C'est vrai que la photographie, c'est quand même le sujet aujourd'hui. On est au Salon de la photo. C'est quand même un médium qui a cette notion de technicité. En tout cas, moi, dans le style d'image que j'avais envie de faire, j'avais envie de pouvoir maîtriser la lumière, de pouvoir maîtriser la composition, de savoir ce qui se passait derrière une image. Je voulais pas que ce soit bloquant. Donc c'est vrai que pour ça, les Gobelins, c'est quand même plutôt une très bonne école. Et je suis sortie des Gobelins pendant quelques années. J'ai assisté des photographes. J'ai continué à me former. Et j'ai jamais arrêté mon travail personnel, que j'ai toujours continué. Et ça, je pense que les Beaux-Arts me l'ont amené. Voilà, j'ai toujours continué à gratter un peu mes questionnements artistiques. Et je me suis mis assez rapidement à travailler. Donc, je travaille actuellement entre mes projets personnels. Là, je viens de sortir mon 2e livre au mois de juin dernier. Je vous en parlerai. Et à côté de ça, j'ai un travail de commande dans la mode et dans la publicité, mais qui est très empreint de mon écriture et de mon travail personnel. Donc, il y a un pont entre les deux. C'est que ton univers, tu as un univers et même en commande, on m'appelle pour mon écriture photographique. Et ça, c'est très chouette, en fait, parce que les deux sont très intéressants. Sur le travail de commande, on est plutôt sur... je travaille avec des agences, avec des plus grosses équipes, et c'est un travail qui est super aussi. Dans mon travail personnel, ça va être un travail un petit peu plus solitaire, un travail plus sur le long terme, parce que mes séries perso sont souvent mettre 2 ou 3 ans à être à naître. Donc voilà, c'est deux temporalités différentes, mais qui sont très intéressantes. Et je pense qu'on est quand même à l'heure actuelle pas mal de photographes à travailler comme ça, à avoir la chance d'être dans un métier où on a notre travail personnel, et à côté de ça, il y a des opportunités de commande, que ce soit dans la publicité, dans la mode, dans le reportage, dans le sport. Voilà. On le voit avec tous les ambassadeurs Fujifilm d'ailleurs, parce qu'on a tous des pratiques assez différentes. Donc je vais démarrer avec un projet qui s'appelle Faille, qui est le premier livre que j'ai sorti l'année dernière. Donc je vous le montre là, vous pourrez venir le voir ensuite si vous voulez. Faille, c'est un travail que j'ai fait entre 2016 et 2019. C'est un travail que j'ai fait au Japon, sur l'île de Kyushu. Donc, alors, mes séries personnelles, comment ça naît de manière assez instinctive. En fait, souvent, la plupart du temps, j'ai envie de parler d'un territoire. Ça recoupe un petit peu tout ce que j'avais fait pendant mes années aux Beaux-Arts, où je photographiais des endroits qui m'étaient plutôt abstraits, qui me questionnaient. Donc là, j'ai eu envie d'aller photographier l'île de Kyushu et tous ces paysages volcaniques au Japon. Ça m'attirait de par les couleurs, de par ces lieux qui sont à la fois très très fort et en même temps très très doux. Donc je suis partie là-bas, j'avais une exposition dans les Alpes japonaises et j'en ai profité pour descendre sur l'île de Kyushu, et j'ai passé 1 mois et demi toute seule là-bas. Donc quand je commence une série comme ça, je sais pas vraiment s'il y aura une série d'ailleurs, j'y vais de manière assez instinctive et je prends des images de manière... l'idée c'est vraiment de créer... quelque chose de sensible. Je ne suis pas du tout dans la description d'un paysage. L'idée n'est pas de me dire je vais décrire telle région, telle ville, etc. Je vais aller y prélever des choses qui, moi, me parlent. Donc, j'ai fait tout ce travail. Je vais défiler un petit peu. Je vais pouvoir vous montrer quelques images. Et après, je vais vous montrer un extrait du livre. Donc, il y a d'abord tout ce travail sur le territoire où, en fait, je travaille beaucoup sur des compositions. C'est un travail très lent parce que les compositions sont très graphiques, sont assez millimétrées, et je vais aller chercher dans le réel et dans ces paysages des compositions abstraites, des formes qui vont nous éloigner presque de ce réel en s'y inspirant. Est-ce que sur la composition comme ça des pages, tu as déjà en tête les photos qui vont se répondre ou pas du tout? Pas du tout. En fait, à la fin, tu les fais se répondre. Je me dis, ça peut être intéressant, mais en fait, vu qu'il y a souvent un travail de portrait ensuite et que les personnages, les visages arrivent dans un second temps, c'est vraiment instinctif. Je me dis, cette image, cet endroit, ce paysage me plaît, et on verra après. Parce qu'il y a aussi un énorme travail d'éditing par la suite.
Donc là, le livre est complètement en franco-japonais. Et voilà, je peux vous en montrer un petit extrait. Et en termes de repérage, comment tu as procédé? C'est que c'était ton instinct, au feeling? En fait, j'avais repéré quelques régions qui m'intéressaient. Mais voilà, quelques régions. Et puis après, en fait, j'aime beaucoup voyager. J'ai pas mal voyagé. Ça m'inquiète pas trop de me laisser porter aussi par un lieu. Donc, du coup, là, en tout cas, parce que Kyushu, c'est vraiment une île qui est quand même très grande. Et j'y suis allée un petit peu au feeling aussi. Donc, suite à ça, suite à toutes ces images réalisées au Japon, et comme souvent dans mon processus photographique, dans mes séries personnelles, il y a tout un travail sur l'humain, sur le corps qui va venir s'y répondre. Donc je suis rentrée avec toutes ces images. J'avais beaucoup d'images et il s'est passé plusieurs mois avant que je trouve entre guillemets ce que je voulais faire, parce que l'idée c'est pas juste de faire un portrait. Et j'ai découvert une collection d'Issey Miyake. Donc évidemment ce créateur japonais incroyable. J'ai vu une de ces collections, je me suis dit, mais les couleurs, les formes, ça fait complètement écho à ce que j'ai photographié, à ces paysages que j'ai photographiés. Et j'ai décidé de les contacter et de leur proposer de collaborer ensemble pour réaliser ensuite un travail de portrait avec toute leur création. J'ai eu la chance qu'ils acceptent. Ouais. Ça, c'était très chouette. Donc, en fait, ils m'ont fait revenir toute cette collection du Japon pour que moi, je réalise mon travail personnel et que je fasse ce travail d'auteur avec leurs pièces. Et là, par exemple, sur cette composition, c'est une image qui présente souvent le projet. Les couleurs sont vraiment, c'est vraiment ces couleurs. Et il y a en plus cette notion de faille, cette notion d'onde un peu sismique dans les vêtements aussi, qui faisait complètement écho à tous ces paysages volcaniques. Donc il y a eu tout ce travail de portrait qui a été réalisé en plus. Ça, tu l'as fait en studio. Et ça, je l'ai fait plus ou moins en studio. C'était dans un lieu avec que des personnes qui avaient un lien très fort avec le Japon. Et ensuite, j'ai créé des analogies avec toutes ces images. Et il en est né ce projet qui s'appelle Faille. Voilà, Pourquoi ce titre ? Pourquoi Faille ? Parce qu'en fait, Faille, ça recouvre vraiment les deux parties du projet. On a la faille géologique et on a toute la fragilité et en même temps la force de ce territoire volcanique que j'ai trouvé incroyable. Et c'est la faille humaine aussi, c'est la fragilité. C'est aussi ce que j'ai voulu décrire dans ces images, dans ce travail de portrait. Donc c'était un mot qui recoupait tout simplement bien les deux côtés, qui les réunissait en fait. Voilà. Donc là, c'est un extrait du livre. On en a fait un premier livre. J'ai édité ce livre avec les éditions H2L2, pardon. Et le travail d'édition, c'est incroyable aussi parce que c'est encore une nouvelle histoire qui se crée à partir de la série. Parce que j'ai exposé cette série dans plusieurs festivals, différents lieux. Et en fait, on revisite la série à chaque fois parce que là, je vais la présenter de cette manière-là dans le livre. Sur un travail de scénographie, d'exposition, je vais travailler différemment. En fait, chaque image peut vivre individuellement. Mais on peut aussi créer une ligne d'image, là, dans le livre, en fait, on a toujours une couleur qui va être liée d'une page à l'autre, en fait. Il y aura toujours une couleur qui va nous emmener... on va passer du bleu au rouge, au vert, mais ça ne s'arrêtera jamais dans tout le livre. Même au choix de l'ouvrage, quand même, il y a eu un travail qui a été très très long. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près 70 essais de couverture. Le choix du papier aussi a été un vrai travail, parce qu'en fait, moi, j'avais fait, souvent quand on est jeune photographe, on fait ça. J'avais fait une maquette chez moi que j'avais imprimée sur un magnifique papier japonais qui s'appelle le Awagami. Évidemment, quand on arrive au moment de l'édition, on nous dit non, on va pas pouvoir le faire sur du Awagami parce que sinon le livre va coûter 200 €, même plus. Donc ça, c'est voilà. Mais en fait, avec les éditeurs, on a super bien travaillé. On a fait des vraies recherches pour trouver un papier, qui avait cet aspect naturel et qui rappelait un petit peu les papiers japonais, qui les évoquait en tout cas. Et c'est vrai que ça, c'est un travail qui est très très long derrière. On a trouvé un papier Fedrigoni, un très beau papier qui a bien fonctionné. Et puis
Et puis tout ce travail d'impression ensuite, parce que je fais un travail sur la couleur et imprimer sur ces papiers-là de la couleur pour qu'elle reste puissante, c'est aussi un vrai défi. Donc j'ai été à Vérone faire les calages et j'ai vraiment suivi tout le processus jusqu'à la finalisation du livre. Donc ça c'est c'est un bel aboutissement. Je vous montre Faille, c'est pas je suis pas dans un ordre chronologique, mais je trouve que c'est un projet qui vous permet de bien comprendre le travail que je fais. Et je trouve que quand on voit ce travail sur les personnages, on peut aussi retrouver le travail que je fais en commande. Donc ça permet de faire le lien. En termes de technique, tu pars juste avec ton boîtier ou je pars avec mon boîtier, plusieurs optiques. Et t'as quoi comme optique sur ton GFX? En général, j'ai un zoom plus l'équivalent à un 50 mm et après de quoi faire un petit peu plus large. Mais je suis assez légère parce que j'ai pas envie de trop m'alourdir avec du matériel. Donc pas forcément de pied. Je shoote souvent les lumières du matin, quand c'est assez lumineux. Donc voilà Faille. Si vous voulez, à la fin, vous pourrez venir feuilleter le livre. Il est magnifique. Donc voilà. Ça, c'était quand même incroyable. Ça, j'étais à côté de Kagoshima et j'ai assisté à une éruption quand j'étais là-bas. Donc ça, c'était quand même... et c'est une image qui est assez importante dans le livre parce que c'est une image qui paraît très, très douce et en même temps qui est extrêmement puissante et elle représente bien la série. J'étais un peu inquiétée au moment où c'est arrivé et le réflexe, c'est de se retourner vers les Japonais qui vivent là et ils disent non, ça arrive des fois, régulièrement. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait sur 3 ans. Sur 3 ans. Ouais. Et voilà, là, on arrive à la fin du livre. Donc ça fait en même temps un petit hommage à Issey Miyake qui est décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ça, c'est Faille. Voilà, c'est le premier projet dont je voulais vous parler. Qui souligne quand même très bien ton approche artistique et presque plastique de la photographie. On n'est pas juste sur une photo au Japon, enfin juste... Je m'entends. Là, il y a vraiment des choses qui se complètent. Oui, et puis en fait, c'est aussi c'est pas juste quelques images d'un voyage. En fait, il y a vraiment tout un processus pour arriver aussi à toutes ces images qui se répondent et puis à ce travail sur la couleur qui est assez présent. Ensuite, tu vas nous présenter un autre projet. Et je vais vous présenter ensuite Kilamba, qui est le dernier projet que j'ai réalisé. J'ai sorti Kilamba au mois de juin, le voilà, aux éditions Louis Vuitton. C'est mon dernier livre. Ils ont une collection qui s'appelle Fashion Eye, où en fait l'idée est qu'un photographe qui a un lien plus ou moins proche avec la mode travaille sur un territoire, parce que toutes les éditions Louis Vuitton, l'idée c'est de travailler sur le voyage, sur des territoires différents. Et ils ont ouvert cette collection à des plus jeunes photographes assez récemment, et j'étais absolument ravie parce que Sylvie Lecaillé, la conservatrice du Palais Galliera, m'a permis de rencontrer les éditions Louis Vuitton et de leur proposer un projet. Je leur ai proposé Kilamba, qui était un projet assez particulier. En fait, j'avais ce projet dans un petit coin de ma tête parce que, encore une fois, et un petit peu comme Faille, j'ai découvert, on va dire presque par hasard, je fais beaucoup de recherches sur Internet, je fais beaucoup de veille, et j'ai découvert cette ville, Kilamba, qui est une ville en Angola, qui est à peu près à 1 heure de la capitale angolaise, Luanda. Et c'est une ville qui a été construite par des fonds d'investissement chinois en échange d'un accès prioritaire au pétrole. Cette ville, en fait, moi, ce qui m'a complètement happée dans cette ville, et vous allez le voir, c'est la manière dont elle a été construite. En fait, c'est comme une ville chinoise en plein milieu de l'Angola qui a été construite par blocs de quartiers de couleurs pastel. Donc, j'ai ma petite fille qui est derrière. On a le bloc bleu, le bloc jaune, le bloc violet. Et en fait,
la ville est complètement surréaliste. On est entre Miami, la Chine, et en même temps, on est en plein milieu de l'Angola. Et en fait, cette couleur, ce qui nous rappelle qu'on est en Angola, c'est les quelques habitants qui y habitent, parce que la ville est occupée à seulement 1/3 de sa capacité. Et c'est la terre. C'est pour ça que j'ai voulu que le livre soit de cette couleur-là, parce que c'est la couleur de la terre de l'Angola qui nous rappelle qu'on est là-bas. Donc, je vais vous montrer quelques images. Quand j'ai découvert cette ville sur Internet au début, je me suis vraiment posé la question de savoir si elle existait vraiment. Et j'ai décidé de faire un travail là-dessus. Voilà. Donc faire un travail en Angola, c'est un petit peu plus compliqué que partir au Japon. C'est quand même c'est un pays qui est pas très facile d'accès, en tout cas pour aller faire un projet photo comme ça. C'était pas si simple, mais j'ai décidé de partir faire ce projet, et j'ai été suivie par les équipes des éditions Louis Vuitton qui m'ont permis de partir à plusieurs reprises dans cette ville. Donc là, je vous montre un extrait du livre. Là, c'est une image assez large qu'on a mis au début du livre et qui décrit assez bien ce lieu. Vous voyez, derrière, il y a tous ces immeubles bleus, et devant, on a cette terre rouge. On est sur cette terre, oui, qui est ce dont tu parlais pour la couverture. Forte. Et en fait, encore une fois, j'ai été attirée par ce lieu. Et en fait, là, ça a été quand même un step dans mon travail, parce que j'ai été attirée par ce lieu, évidemment, formellement, mais là, sur Quilamba, on a un vrai sujet aussi politique. C'est une ville, c'est un lieu qui aurait pu être traité aussi par un photographe documentaire. On a quand même un vrai sujet. Et pour moi, c'était extrêmement intéressant de travailler sur ce projet, qui pourrait être un vrai sujet de documentaire, mais de le traiter de manière plasticienne, de le traiter avec mon regard à moi, qui est un regard beaucoup plus porté sur la couleur, sur les formes, en effet. Donc je me suis dit, comment moi je peux m'emparer d'un sujet comme ça et de le traiter sous mon prisme à moi. Donc là, pareil, Quilamba, ça a été un peu le même processus que Faye. J'ai fait un premier voyage où je suis partie là-bas et j'ai fait tout un travail d'architecture. Donc, j'avoue, je suis partie là-bas. J'avais fait beaucoup de recherches sur la ville sur Internet, mais on trouve peu de choses, et c'est ce qui était en même temps assez intéressant. Et je me suis dit, j'y vais, puis on verra bien. Donc là, beaucoup moins de préparation. En fait, je pouvais moins me préparer quand même, mais j'avais envie d'aller là-bas. Et je me suis dit, de toute façon, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et de toute façon, il fallait que j'y aille. Il fallait que tu ailles. Voilà. Donc, et en fait, j'ai découvert cette ville complètement étonnante, qui est en effet habitée à 1/3. Elle a été inhabitée pendant des années parce que les loyers étaient exorbitants pour les Angolais. En fait, ils ont fait pousser cette ville, et puis elle est extrêmement éloignée des habitats classiques angolais, et les loyers étant trop chers, personne ne voulait habiter là. Finalement, ils ont ouvert les logements à des tarifs de logements sociaux, entre guillemets, parce que ça a beaucoup fait parler, et elle est habitée maintenant à peu près à 1/3 de sa capacité. Donc d'abord, tout un travail d'architecture où ça a été beaucoup plus dur qu'au Japon. Hein. Évidemment, on arrive dans un lieu qui est quand même... T'es partie seule aussi ? Je suis partie avec mon mari, Sacha, qui m'a dit quelle idée d'aller en Angola. Je ne vais pas te laisser partir toute seule. Donc on est partis tous les deux. Voilà. Et en fait, j'ai un styliste avec qui je travaille, et je vais l'expliquer parce que c'est la deuxième partie du sujet. Fernando, un styliste avec qui je travaille sur mes projets de commande, il se trouve que Fernando est d'origine angolaise et en fait a de la famille là-bas, donc il a pu me mettre en lien avec des gens. Et j'ai fait tout ce travail d'architecture, et pour le deuxième voyage, j'ai dit à Fernando... on va partir ensemble. Et Fernando avait jamais été en Angola, c'est le pays de ses origines. Ses parents ont fui la guerre dans les années 70, et du coup on est partis tous les deux sur cette deuxième session pour aller cette fois-ci faire un travail de portrait et aller vraiment à la rencontre des habitants. Et là, ça a été très très fort parce que encore un step au-dessus de Faye, là, je me suis dit, je veux vraiment... c'est les gens qui habitent ces lieux que j'ai envie de photographier. Donc,
c'est pas si évident parce que dans ma pratique, je suis quand même dans une image, voilà, posée, composée. Donc, j'y suis allée en me disant, est-ce que les gens vont accepter? Est-ce que c'est pas forcément évident de poser comme ça? Et quand tu es partie la première fois, tu avais déjà en tête qu'il fallait que tu y retournes? Je savais pas. En fait, je savais pas. J'ai fait toute cette série d'archis et quand j'aurais pu m'arrêter là. En vrai, j'ai même montré la série à pas mal de gens qui m'ont dit mais c'est déjà un super sujet. En fait, tu as une série d'archis qui est hyper intéressante. Mais en fait, pour moi, c'était pas. Pour moi, j'avais pas fini le travail. J'avais envie. C'était pas abouti. Ouais, comme sur Faille, j'avais envie de mettre des visages face à tous ces lieux parce que je racontais aussi l'histoire d'un lieu et du coup, il y a quand même des gens qui vivent là-bas. Donc, pour moi, il fallait aussi parler de ces gens-là. Donc, ce deuxième voyage a été... Ça a été assez intense aussi, mais ça a été des super belles rencontres. Fernando, qui parle portugais, a pu faire mon interprète aussi parce qu'il parle portugais là-bas, donc c'était pas si simple. C'était pas si simple pour moi. Mais on a rencontré tous ces gens et ça a été on est resté 2 semaines et demie là-bas. C'était incroyable. En fait, on a été complètement marqués par le contraste entre la froideur des lieux et la chaleur des gens qu'on a rencontrés. Et c'est ce que moi, j'ai voulu ensuite retraduire là dans ce livre, parce qu'on est quand même sur un sujet qui est assez dur et assez fort. Et en même temps, je pense et j'espère que vous avez le même ressenti. Quand on va feuilleter le livre, il y a quand même un sentiment de douceur aussi. Et pourquoi ce choix? Parce que n'importe quel, tu disais qu'il fallait peut-être partir avec un photoreporter, mais comment toi tu traduis ça? Pourquoi cette traduction vers des teintes qui sont effectivement très douces, des portraits on ressent une forme de sérénité, là où en fait l'histoire est quand même très dure et à l'inverse du rendu visuel. Pourquoi tu as voulu le traduire à travers ce spectre-là? Alors les couleurs, c'est les couleurs de là-bas, donc ça de toute façon... T'as rien poussé? Là peut-être on fait des petits ajustements de chromie, mais vraiment cette couverture-là était vraiment rose, quoi. Et je me suis dit putain, c'est pas vrai, on va le caler. Après c'est tout le travail de maquettage qui a été assez long, mais non, c'était vraiment les couleurs des bâtiments sont vraiment comme ça, c'est très doux, très pastel, et en même temps j'ai eu envie de le retraduire comme ça parce que vraiment les rencontres avec les gens ont été superbes. En fait, on a commencé par demander à une personne, et puis en fait, au bout de 2 semaines, on connaissait, on connaissait tout le monde, mais c'était super drôle. On avait quelqu'un qui me disait, ouais, j'ai mon cousin qui habite dans le bloc bleu, rendez-vous à H25 demain à 11h. Enfin, on était sur une espèce de Tetris où on allait voir tous les gens dans Quilamba, et je me revoyais au tout début, étant arrivée avec Sacha, quand j'ai fait le travail d'archi, où c'était hyper froid, où en plus les gens, moi je suis une petite nana blonde avec mon appareil photo, les gens me regardaient faire des photos ici, ils disaient mais qu'est-ce qu'elle fout là, et de se dire quelques mois après, une fois que je me suis intégrée au lieu et qu'on a fait tout ce travail, le ressenti est pas du tout le même. Donc ça c'est quelque chose que j'avais envie de traduire dans le livre aussi. Voilà. Pareil, si vous voulez, vous pourrez venir regarder le livre. Pour la petite histoire, là en haut à droite, c'est la seule personne qui habite pas à Quilamba, c'est Fernando, parce que c'était important pour moi qu'il soit dans le livre. Donc je l'ai quand même photographié. Voilà, il se cache dans le livre. C'était un peu le Où est Charlie? C'est ça. Il n'a pas voulu ça. En fait, Fernando, il n'a pas voulu voir le livre avant qu'on l'ait vraiment, parce que ça prend du temps, un livre. Donc on est revenu. Tout le travail d'editing, je l'ai fait pendant tout le premier confinement. Donc 3 mois enfermés à la maison à faire tout ce travail d'editing qui était énorme. Et Fernando n'a pas voulu voir le livre avant qu'il sorte. Parce qu'il avait envie de voir le final, en fait. Et ça a été... là, j'ai fait la signature à Arles. On l'a lancé à Arles au mois de juillet dernier. Et c'était super émouvant parce que ça fait remonter plein de choses. Et c'est chouette de se dire qu'il y a aussi... derrière un livre, il y a aussi toute cette histoire. Et c'est vrai que quand on sort un livre, il y a un vrai... c'est 3-4 ans de travail. Moi, je suis dans un processus où je préfère prendre le temps, peut-être sortir moins de livres, mais de prendre le temps de faire des beaux livres, d'aller jusqu'au bout du projet. Ouais. Voilà pour Quilamba. Hop. Et cette image quand même que j'ai réussi à avoir in extremis,
qui finit le livre et qui décrit quand même... Tu peux nous la décrire? En fait, c'est un ouvrier chinois avec son petit casque de chantier. Ils ont tous des casques de chantier comme ça. Et en fait, on en a croisé peu parce que la ville est finie, hein, mais j'ai réussi à avoir cette photo. Je l'ai vu arriver, j'ai couru, je me suis posée là. Il fallait quand même avoir un cadre un peu bien. Et j'ai réussi à l'avoir in extremis avec sa petite clope au bec. Voilà, il est parfait et il finit le livre. C'est le seul. Voilà. Donc, voilà, ça finit le projet. Voilà pour Quilamba, qui est le dernier travail que j'ai fait. Voilà. Hop. Et du coup, question forcément que je vais te poser autour du matériel. Pourquoi embarquer un GFX avec toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, pourquoi le GFX? Alors, en fait, moi, avant d'utiliser le GFX 100S, j'étais tout le temps soit sur du réflexe classique, soit sur du moyen format très très lourd, type Phase One. Et en fait, je naviguais entre les deux parce que, voilà, selon les projets, en fait, que ce soit dans mon travail de commande ou dans mon travail d'auteur et d'exposition, après des séries comme ça, l'idée c'est de les exposer et d'avoir des formats assez grands de tirage. Donc, j'ai quand même besoin d'une vraie qualité d'image. Donc en fait, je naviguais toujours entre les deux. Et j'avais l'impression de trouver des choses dans les deux, mais de jamais avoir vraiment le boîtier qui était complètement adapté à ma pratique. Et en fait, quand j'ai découvert le GFX 100S, pour moi, il réunit les deux. Et en fait, je peux, avec ce boîtier, avoir une qualité d'image qui est exceptionnelle et en même temps avoir toute la mobilité qu'on peut avoir avec un réflexe. Donc, à la fois, quand je suis sur mes séries d'auteurs et qu'il me faut une vraie qualité d'image, parce que je me dis que potentiellement, je vais avoir un tirage assez grand format, qu'il me faut une résolution, une précision dans les couleurs, parce que j'ai quand même un travail sur la couleur, et c'est un boîtier qui retranscrit très, 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 très bien la couleur. Donc, ça d'un côté, et quand je vais être sur des prises de vue avec des danseurs, en fait, shooter des danseurs, se mettre dans toutes les positions différentes avec un Phase One, moi personnellement, c'est super compliqué. Et le GFX 100S me permet aussi d'avoir cette flexibilité. Et voilà, c'est un boîtier qu'on peut emmener quand même assez facilement. Donc voilà pourquoi. Non, mais c'est vrai qu'en fait, moi, il réunit, en tout cas, toutes mes exigences dans ma pratique à moi, et ça c'est vraiment top, ça c'est vraiment pratique. Je me pose pas la question après quand je vais basculer sur les tirages d'expo de me dire ah putain on est un peu juste, il faut tirer l'image, il faut en fait c'est rassurant. On essaie. Ça c'est Quilamba, voilà, tac tac tac. On peut continuer un petit peu. Oui, bien sûr, on a tout notre temps. Donc là, je vais vous représenter un petit peu plus rapidement deux autres séries qui sont plus anciennes. On revient un petit peu en arrière, mais voilà, je me disais que c'était bien aussi de revenir sur le parcours, sur le début du parcours. Je vais vous montrer rapidement un extrait de Périphérie intérieure, qui est pour moi, c'est la première série. C'est vraiment le premier travail qui a défini mon processus créatif, ma manière de travailler et ce que j'avais envie de raconter dans la photographie après avoir fait mes études aux Beaux-Arts. Périphérie intérieure, c'est un travail que j'ai fait dans les banlieues nord parisiennes en 2017, qui a été exposé d'ailleurs au mois de la photo du Grand Paris en 2017. En fait, il y avait déjà cette idée de lieu, cette idée de territoire qui était assez forte. Et là, en fait, moi, habitant dans ces endroits-là, je croisais tous les jours ces paysages qui changeaient à la seconde, en fait, avec tout ce qui se construit autour de nous. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de photographier ces lieux et de questionner un petit peu la temporalité de ce paysage. Donc, j'ai photographié tous ces lieux en hiver, dans des lumières très vaporeuses, très hivernales. Et née cette série qui s'appelle Périphérie intérieure. Et là, c'est la première fois que je me suis dit, tiens, je vais mettre des portraits et des visages face à ces paysages. Donc c'est un peu sur cette série que ça a démarré et
qui a maintenant plusieurs années. En fait, maintenant, c'est vrai que je suis dans ce processus créatif qui me plaît et j'aime travailler comme ça. Là, on était vraiment sur des mises en scène que j'ai fait en studio, où j'ai reproduit un petit peu les lumières que j'avais à l'extérieur, ces lumières très vaporeuses, très blanches de l'hiver. C'est une série que j'ai faite à Saint-Ouen et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être soutenue après par la ville et de l'exposer donc, pour le mois de la photo du Grand Paris avec François Hebel. Et ça a été une belle, première exposition. Ça a lancé aussi un petit peu la visibilité de mon travail personnel. Donc il n'y a pas eu de livre de périphérie intérieure, les livres sont arrivés après. Tu as choisi quoi comme couverture? Alors ça se choisit pas en une seconde. Hein. Je sais pas. Non, c'est vrai que cette image-là, je l'aime beaucoup parce que qu'on est. En fait, ça recoupe aussi je pense ma sensibilité. Ça pourrait presque être une illustration. En même temps, c'est de la photo. Il y a cet oiseau qui passe, c'est très doux, et en même temps assez dessiné. Donc ça serait peut-être celle-là, ouais. Voilà, mais ça c'était quelques images de l'expo. Avec un accrochage, où encore une fois, presque comme dans Faille, où les images se répondaient. Il y avait vraiment tout un lien entre chaque image. Et on peut finir par Les Choses. C'est une série que j'ai faite en 2018 lors d'une résidence à la Villa Perrochon. C'est un lieu de résidence qui accueille des jeunes photographes européens, et pas que européens d'ailleurs. C'est une très belle résidence qui dure un mois, qui est assez courte. Mais en fait, c'est très chouette. On est tous réunis là-bas. Et l'idée, on a une exposition au début où on expose tous un travail qu'on a déjà fait au début. On passe ensuite un mois là-bas à créer un travail. Et à la fin de la résidence, on doit restituer le travail qu'on a fait. Donc vous imaginez bien qu'un mois, pour moi, c'était extrêmement angoissant, sachant que mes séries, je mets 2 ou 3 ans à les faire. Mais ça a été un très, très bon exercice. Je vais vous montrer quelques... Peut-être là, pour le coup, de voir l'accrochage, ça... Là, pour une fois, en fait, le processus a été un petit peu renversé. C'est en rencontrant quelqu'un que j'ai démarré la série. J'ai fait un travail sur une femme que j'ai rencontrée parce que voilà, ils nous font rencontrer des habitants. Et j'ai discuté avec Suzette et tout est parti d'elle. On a parlé de la ville, on a parlé de son histoire, de sa vie. Et je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas partir d'un lieu, je vais partir de cette rencontre, de cette femme qui avait une histoire absolument incroyable. Et je vais raconter une histoire photographique à partir d'elle. Donc, j'ai été chez elle, je l'ai enregistrée, elle m'a raconté un peu toute sa vie à travers ses objets. On avait une passion commune pour Pérec, évidemment, donc on en a beaucoup parlé. Le titre était une évidence. Et elle m'a prêté, elle m'a raconté plein de choses liées à des objets. Elle m'a prêté tous ces objets. Je suis partie avec 4 valises de chez elle. Et je lui ai dit, on se retrouve dans quelques semaines. Et en fait, suite à tous ces enregistrements sonores que j'ai faits, moi, j'ai refait des images à partir de ces objets. Je suis retournée sur les lieux dont elle m'avait parlé autour de Niort. Donc, et j'ai recréé son histoire à travers mon regard. Et je lui ai proposé à la fin, je lui ai dit, est-ce qu'on peut finir ce projet en faisant une séance de portrait toutes les deux, mais je ne vous montrerai jamais en entier. Donc on a fait tout ce travail, on la voit de dos, où on voit une partie de son visage. Et voilà, on a fait une série qui s'appelle Les Choses. Elle n'a rien vu. Elle m'a fait vraiment confiance parce qu'elle n'a rien vu de tout ce que j'ai fait pendant un mois. Et moi, j'ai créé toute cette série. Il y avait aussi un petit casque avec la bande sonore de tout ce qu'elle m'avait raconté que les visiteurs pouvaient mettre sur les oreilles en regardant l'exposition, comme si elle nous chuchotait son histoire. En fait, elle nous racontait tout ça. Et quand j'expose la série, je le présente comme ça aussi avec la bande sonore. Et ça a été super le moment où elle est arrivée devant le mur de photos. Elle a fondu en larmes. C'était très... C'était un beau projet qui est un petit peu différent des autres, mais qui se recoupe quand même à tout le reste de mon travail. Moi, j'ai une question, parce que tu l'as souligné, tu dis, pour une fois, je ne suis pas partie d'un lieu. Pourquoi, dans tous tes travaux, avec la question du lieu, pourquoi tu mêles les arts, mais tu mêles jamais les lieux? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, là, il faut que
c'est le lieu que je veux faire ressortir et pas tellement les rencontres qu'on peut faire paradoxalement suite à celle-ci. Pourquoi avoir un lieu unique et des arts multiples Je sais pas, parce que peut-être qu'à un moment il faut se focus sur quelque chose et que sinon on part trop dans tous les sens. Après, pour Quilamba, c'était une évidence parce qu'il y avait un vrai sujet sur cette ville qui est complètement particulière. Je sais pas. En fait, il y a aussi quelque chose d'assez instinctif et j'aime laisser ça aussi dans mon travail. Je pense que ça, c'est vraiment mon côté plus plasticien. Et en fait, je pense qu'il y a des fois des choses dans la pratique artistique où il n'y a pas... En fait, il y a des choses qui ne se justifient pas forcément. Et je trouve ça bien de se laisser aussi un petit peu... se laisser aller... Voilà, Quilamba, je savais qu'il fallait que j'aille là-bas. Là, j'ai déjà l'idée d'un prochain lieu où j'ai envie d'aller. Je me laisse souvent quelques mois avant de me dire est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas, parce que ça va encore être un lieu un petit peu compliqué. Mais donc là, pour l'instant, je fais des recherches, je fais des dossiers. C'est vraiment le tout début. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis en fait, après, quand je vois les projets, je me dis bah ouais, ça devait être comme ça. C'était peut-être l'évidence se dessine. Ouais. Et non, là, tu vas peut-être pas nous dévoiler ton projet sur lequel tu es en train de travailler en ce moment, mais est-ce que tu as un projet déjà en cours où tu disais à demi-mot, je termine un projet pour un autre, mais est-ce que toi, là, en ce moment, tu as un projet en cours? Là, il y a ce travail-là sur lequel je suis en train de faire des dossiers. J'essaye d'avoir des financements parce que voilà, c'est des projets qui sont un petit peu lourds et qui prennent du temps. Donc, mais tu t'accordes pas le temps d'un petit projet, ou pas comme chose, c'est quand même quelque chose de... Il y aura peut-être des petits projets, mais pour l'instant, j'ai pas encore de... En fait, j'ai des appels à projets en cours, etc. Donc j'attends. On saura où te voir. Ouais. Et puis en fait, à côté de ça, j'ai quand même tout le travail, de commande et pas que le travail éditorial qui est très très présent aussi dans ma pratique. Donc de toute façon, j'ai quand même toujours cette activité permanente avec les séries personnelles qui sont derrière en ligne de fond et qui prennent du temps. Donc voilà. Voilà, on attend un petit peu des choses. je laisse un petit peu le suspense. Et donc du coup, on peut finir avec les images. On revient sur la série du début, où je peux vous montrer rapidement les images. Le behind the scene qu'on vous a montré au début, et ce projet qu'on a fait avec Fujifilm, cette année, qui s'appelle Pictorial Way. Voilà. En fait, pour moi, c'est comme si ce projet, c'était un retour à l'atelier, un retour à la sculpture, vraiment de manière assez radicale et assez pure. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, je pense, un projet qui lie et mon travail de commande et mon travail d'auteur. On est vraiment à la frontière là entre les deux, parce qu'on est entre une série de mode et une série qui peut être plus personnelle et artistique. On arrive bientôt à la fin de cette conférence. Est-ce que, parmi vous, des questions se dessinent, se peignent, s'impriment? Non. Mais écoute, merci beaucoup, Laura. Ah si, pardon. Ah. Alors, je vais la répéter. Est-ce que tu fais des croquis préparatoires avant tes shootings? Alors, ouais, complètement. Alors, je fais des croquis pour moi. Parce que pour quelqu'un qui a été aux Beaux-Arts, c'est une catastrophe la manière dont je dessine. Mais par exemple, sur Pictorial Way, alors, en fait, je fais des croquis où je dessine à peu près ce que je voudrais. Par exemple, sur Pictorial Way, et vu qu'on a travaillé avec des danseurs, je ne sais pas ce que sera la pose finale, parce qu'eux m'apportent aussi, en fait, les mannequins ou les danseurs avec qui je travaille amènent aussi quelque chose. Et même dans mes séries perso, en fait, à un moment, la personne va se mettre comme ça et je vais me dire, ah oui, putain, ça c'est bien, on va... Donc, oui, dans ma tête, les choses sont un petit peu dessinées, mais je me laisse quand même... je me laisse quand même aussi un petit peu de liberté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laura, et bravo pour ce travail. Merci. Merci beaucoup.